Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Henri qui vient de terminer son cycle de 18 diagonales. Bonjour Henri, pourrais-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Henri, comme il vient d'être dit. Donc j'ai 68 ans, je suis marié, une fille, originaire d'un petit village du Haut-Doubs à côté de Mout, très réputé pour sa fraîcheur. Et j'habite Marchiennes à côté d'Orchy, où j'appartiens au club CC Orchy. Merci. Et ta première diagonale ? Donc ma première diagonale, je l'ai effectuée en 2007. En binôme avec Philippe, un autre partisan du club d'Orchy. Donc c'était sur Dunkerque-Hendaye, une des réputées les moins difficiles. Disons que avant d'effectuer ces diagonales, j'ai commencé à faire de la grande distance 2 ans auparavant, un peu fatigué de toujours voir les mêmes nids de poules. Donc la diagonale permet aussi ça permet d'avoir une belle aventure, de traverser la France, rencontrer différents paysages, différentes cultures, et puis c'est une belle aventure. Tu viens de terminer Strasbourg-Brest du 7 au 10 octobre. Cette diagonale était prévue pour cette année au mois de mai. Il faut préciser que nous sommes en 2023 et que c'est une année Paris-Brest. Donc, toutes les préparations de ceux qui font des grandes distances sont souvent axées sur cette épreuve de Paris-Brest qui a lieu une fois tous les 4 ans. Donc, avec mon partenaire depuis maintenant 2017, nous avons prévu de faire au mois de mai, juste après les qualificatifs de Paris-Brest, pour faire Strasbourg-Brest. Malheureusement, j'ai rencontré des problèmes de santé. Donc, cette diagonale, on l'a reportée, après Paris-Brest, après avoir récupéré, donc au mois d'octobre. Et je voulais, la fleur au fusil, faire coordonner l'arrivée de ma 18e diagonale avec ma date d'anniversaire de mes 68 ans. Et alors, comment tu élabores ta feuille de route ? Au préalable, je m'entends avec mon partenaire, qu'est-ce qu'on nous prépare déjà comme diagonale, à quelle date, et par rapport à ce que nous avons déjà effectué, lui pour ses 9 diagonales et moi pour mes 18. Et donc en général, nous en faisons 2 par an. Je prépare certainement dans l'hiver, je prépare plus ou moins les parcours, mais pour ça, j'ai tout un fichier que j'ai piqué un peu sur tout ce que je connais, sur tout ce que j'ai coordonné, sur leur diagonale. Donc je pique un peu sur un parcours, sur un autre. Tout dépend des compétences de l'un, s'ils sont grimpeurs, d'autres s'ils le sont moins. Et comme je ne suis pas du tout grimpeur, donc je me réfère à ça. Essayer. Le but, c'est la réussir, en se faisant plaisir. Tu construis sur du logiciel, sur des cartes routières ? Donc au départ, c'était les cartes routières, avant qu'on ait tous Internet à la maison. Et, avec les feuilles de route qui sont proposées par l'amicale des diagonalistes. Donc il y a beaucoup sur ce site, il y a beaucoup à piocher sur des parcours qui sont déjà effectués, sur les hébergements au départ et à l'arrivée, et les difficultés différentes. Donc je m'en sers je travaille aussi à la carte routière. Et maintenant, on travaille beaucoup avec Michelin, avec Internet. Et après aussi, des fois, on se fait des beaux parcours, mais quand on regarde les dénivelés, on se dit, là, ça va piquer, donc on va peut-être rallonger, mais moins fournir d'efforts. Tu utilises Komoot, OpenRunner ? J'utilise OpenRunner parce que je suis habitué à ça, je suis abonné à OpenRunner, et c'est peut-être simple, je connais pas les autres. Je connais pas Komoot, je connais pas d'autres sites, donc je m'en sers et ça me convient, simplement. Et quand tu fais ta feuille de route, pour toi, une journée type, genre la première journée de Strasbourg-Brest, c'est un départ à quelle heure, une arrivée grosso modo à quelle heure, combien de kilomètres, etc. Il faut savoir qu'il y a un temps délimité.
Donc par rapport à l'arrivée, c'est souvent on arrive en fin de journée ou arrivé suivant aussi. Ce qui joue, ce sont les moyens de transport au départ ou à l'arrivée. Donc souvent le départ, j'ai bien souvent, il est pour 4 heures du matin. Auparavant, il était à 5 heures, mais j'étais plus jeune. Donc maintenant, je démarre 4 heures. Et tout dépend aussi du dénivelé. Et aussi, nous couchons à l'hôtel. Certains, ils sont à la Belle Étoile, mais nous couchons à l'hôtel. Nous apprécions quand même une bonne douche le soir et puis un repas chaud. Parce que le midi, c'est souvent un repas fait de sandwich dans une boulangerie ou en moyenne surface. Et disons que l'hébergement, il joue énormément au niveau de la distance de l'étape. Donc une journée type, tu démarres à 4 heures, tu fais combien de kilomètres et tu finis à quelle heure à peu près? Donc on démarre à 4 heures pour essayer d'arriver pour 20 heures en général pour moi. Mais bon, j'aime bien arriver quand même pas trop tard. Et l'étape varie environ à 280 à 320 km. Au-delà de 320, ça commence à devenir long. Mais jusqu'à 300, c'est très bien. Et tout dépend du dénivelé pour la moyenne. Si c'est en montagne, on descend, je veux dire, à 17, 18. Dans les Alpes ou le Massif central, c'est pas la même. Bon, sur le plat, je mets une moyenne de 21, tout en pensant que je préfère mettre une moyenne basse, ne pas prendre de retard, parce que c'est stressant. Je préfère avoir une demi-heure d'avance, qu'un quart d'heure de retard. Voilà. Donc, dans la journée type, on se prévoit un départ à 4 heures avec le petit déjeuner effectué à l'hôtel, quand celui-ci est fourni par l'hôtel. Nous prenons une pause de 20 minutes aux environs de 7-8 heures, une pause d'1 heure pour le repas du midi. En général, cette pause d'1 heure, elle est largement suffisante, donc on peut gratter des fois un peu du temps sur cet arrêt. Et une pause d'après-midi, une pause arrêt-boisson. Et on essaie de concorder ces pauses avec les contrôles sur le tampon, de faire tamponner notre carnet de route. Tu essayes de limiter le temps de pause au maximum? Disons que le temps de pause, il faut quand même prendre un peu de récupération, mais il faut savoir que les arrêts coûtent énormément de temps sur la moyenne. Il faut pas grand-chose, un quart d'heure d'arrêt, c'est beaucoup de distance d'effectuer à une moyenne, même une moyenne basse. Donc, et sur la journée, suivant le dénivelé, la moyenne varie sur ma feuille de route, et évidemment sur le vélo aussi. Comment on ne peut pas anticiper la météo? Si tu as du vent de face, un gros vent de face, comment tu gères le vent de face? Tu prends patience, tu accélères, tu restes... Donc on n'anticipe pas la météo, certes, mais 48 heures avant, disons que dans les 15 jours avant le départ, on est tous les jours, si ce n'est pas plusieurs fois, sur l'écran pour voir la météo, comment elle s'annonce. Ce qui permet aussi de prévoir l'habillement en conséquence. Et il nous est arrivé de partir plus tôt, sachant qu'on avait sur une étape, c'était sur Perpignan-Dunkerque, on avait 300 km à faire sur la dernière, Perpignan-Brest. La dernière étape qui faisait 300 km, on s'est pris 200 km de vent de face, on le savait, on est parti une demi-heure plus tôt. Une demi-heure, ça suffisait pour compenser? Ça nous a permis d'assurer notre arrivée dans les délais. Tout en sachant que je prévois toujours une marge de 2 heures par sécurité dans les délais. Parce que même le dernier jour, tant que nous ne sommes pas arrivés, on ne sait jamais ce qui peut venir. Donc il peut arriver un bris de chaîne, comme ça nous est arrivé une fois sur la première diagonale sur Dunkerque en Daille. On était à Bayonne, et en pleine Bayonne, sous la pluie très battante du sud. On a eu une bris de chaîne, bon, ça nous a pas, pénalisé au niveau des laits, mais bon, c'est stressant aussi, parce qu'on sait qu'on doit arriver aussi. C'est aussi une diagonale, c'est une belle aventure, mais il y a des fois, il y a du stress, parce qu'il y a un délai à respecter. Parle-nous de ton vélo. Lorsque j'ai débuté, en grande distance, j'avais un carbone, j'avais même un acier. Puis après, je suis passé au carbone parce que la pratique la plus fréquente était du sortie locale. Donc en général, quand on sort dans ces moments-là, c'est de la performance plus que de l'endurance.
Et au bout d'un certain temps, je suis passé à l'acquisition d'une randonneuse. Une randonneuse sur mesure, chez un fabricant français, en titane, le Vacon, pour ne pas le citer, à Massy-sur-Seine, réputé pour la beauté de ses cycles, mais sachant qu'il faut, entre la commande et la livraison, il a fallu un délai de 22 mois. Donc cette randonneuse, c'était vraiment spécifique à la grande distance, avec soit une roue avec la roue à dynamo et tout l'éclairage intégré. Et le confort, sachant que le titane, c'est quand même au niveau du confort, un peu plus lourd que l'alu, mais confortable. Et au niveau équipement, donc j'ai parlé il faut aussi l'éclairage intégré. À l'avant, pas à l'arrière, c'est moins pratique avec les fils. Et sacoche avant, sacoche arrière. Donc comme c'est une randonneuse un peu quand même rétro, entre guillemets, en titane, donc j'ai préféré l'habiller d'une façon un peu esthétique avec un équipement Berthoud en cuir. Sacoche avant, sacoche arrière, et c'est quand même agréable à l'œil d'avoir, ça joue beaucoup d'avoir un bel équipement. Donc les pneus, je suis en 25, auparavant on roulait beaucoup en 23, maintenant à 25, maintenant d'autres à 28, mais moi je peux pas mettre des 28, donc je reste en 25. Bon, ça me suffit, donc il faut quand même des pneus qui soient confortables, anti-crevaison dans la mesure du possible. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises dans les mauvaises conditions à changer. Et les selles, donc j'étais en Brooks, j'ai eu des soucis, j'étais en Brooks avec ouverture centrale, et je suis passé sur une selle, et cette année c'est une selle idéale, sur mesure, oui, c'est une silhouette toute en cuir, toujours des cuirs en selle. C'est un des points vitaux, c'est le confort, donc le titane, les selles cuir, des vélos sur mesure et à adapter à vos dimensions. Ta selle cuir idéale n'est pas évidée et c'est pas gênant. J'étais surpris. De toute façon, ma selle a été recommandée par un ostéopathe. J'étais surpris parce que j'ai toujours, ayant beaucoup de problèmes de selle sur les grandes distances. Au départ, ça va, mais je me protège beaucoup avec de la crème, mais malgré tout, j'arrive pas mal écorché au niveau partie sensible. J'étais surpris d'avoir une selle complète, fermée, et puis non, ça va, c'est de rôder à ma dimension. J'ai hésité aussi avec des selles Berthoud, qui sont aussi de bonne qualité, je suppose, mais apparemment Berthoud, d'après ce que où ça va pas, j'ai pas tenté, j'ai des fois des regrets, mais il ne faut pas hésiter non plus, malheureusement, à y mettre le prix pour avoir du confort. Parce que il faut savoir que quand on veut réussir, il faut mettre toutes les chances de son côté. Que ça soit d'une façon physique, en préparation, ou que ça soit au niveau matériel. Donc, chaque fois que je vais partir sur une grande distance, mon vélo va toujours en révision chez Vélociste. Et il doit être fait ce qui doit être fait, c'est-à-dire changer les câbles si les câbles doivent changer la chaîne, changer ce qui doit être fait, les patins à frein, parce que c'est des freins à disque, des pneus neufs et des chambres à air neuves. Et alors, tu parlais de confort également, et ton développement sur ce vélo, le Vacon, t'as quel développement? Donc j'ai un triple, ça c'était une exigence pour moi, parce que pour moi un triple, c'est passe-partout. Et il faut savoir, un rendement de 1 pour 1, c'est-à-dire que j'ai 50-40-30 à l'avant, et à l'arrière j'ai du 12-30. Donc pour 30-30, ça passe logiquement. Certains ont plus de capacité, ou j'avais auparavant moi-même plus de capacité, donc je me permettais d'aller moins haut dans le développement, mais il faut avoir une garantie, savoir qu'il y a des endroits qui sont quand même assez magnifiques, paysages, mais beaucoup de sacs quand même à monter. Ça m'est arrivé quand même l'an dernier dans le Massy central de me retrouver devant un raidillon où j'ai fini à pied quand même. Donc au niveau équipement, comme j'ai beaucoup de problèmes de selle, je prends des cuissards de qualité. C'est-à-dire des cuissards de marque, que ce soit Assos ou Rapha. Le principal, c'est peu importe, chacun est différent devant cette situation, mais moi personnellement, je pense que c'est la selle et le cuissard, ce sont deux éléments
primordiaux pour le confort, parce que je pense que si vous avez des douleurs, on y perd en, comment dire, en sérénité, et bon, c'est quand même plus facile. Et tout aussi dans la pharmacie, la pommade protectrice. Donc c'est la pommade M, c'est une nouvelle pommade que j'ai retrouvée sur Internet, qui m'a été recommandée par la vélociste. Ça va mieux. Je dis pas que j'arrive pas sans dégâts, mais j'arrive. La pommade, tu la mets le matin, régulièrement toute la journée? Donc le matin avant le départ, et au bout de 200 km. En général, pour un 200, si c'est pour un 200, je mets la pommade uniquement avant le départ. Après, il faut aussi savoir anticiper, donc prévenir. Et il vaut mieux mettre 2 fois de la pommade que dire, bon, ça va aller, mais le lendemain, ça ira moins bien, donc il vaut mieux anticiper. Parlons maintenant du chargement de ton vélo. Donc, j'ai 2 sacoches. J'ai une sacoche avant qui fait 7 litres et une sacoche arrière qui fait 10 litres. Donc, ils sont adaptés au vélo, c'est du Berthoud. Auparavant, j'avais des sacoches toile, un peu plus volumineuses à l'arrière, ce qui me rendait service. En général, bon, à l'avant, c'est souvent nourriture. Le pratique parce que c'est à portée de main. La batterie de dépannage parce que maintenant, avec les GPS, il vaut mieux avoir une GPS, il vaut mieux avoir une batterie de secours, une batterie nomade, j'appelle ça. Et après, au niveau vestimentaire. Donc, le vestimentaire, il y a toujours, au moins, chaque jour, on change de chaussettes. Un maillot de corps tous les 2 jours. Un cuissard de rechange, cuissard court de rechange. Et après, suivant la météo, suivant la période de l'année, un impair. L'impair, il sert aussi de protection contre le froid au départ, le matin ou le soir. Et puis protection contre la pluie, évidemment. Puis après, des gants, des sous-gants légers, demi-saison, des protections pour les genoux ou des jambières. Et du matériel de réparation. Il faut tout, pour le matériel de réparation, il faut tout ce qu'il faut. Que ce soit un dérive-chaîne, que ça soit tout ce qui est clé BTR, ce qui est clé... Il faut savoir réparer, enfin, du moins avoir le matériel si vous ne savez pas réparer. Un certain nombre de chambres à air, moi j'en ai 2 ou 3 d'avance, tout dépend. Mais c'est vrai que le matériel pèse lourd. Mais, bon, il demande des bons pneus, rustines d'avance, tout ce qu'il faut, parce que vous traversez la France, et il y a des endroits très très désertiques. On se demande comment ils se ravitaillent les gens pour se nourrir. Donc, n'en parlons pas de trouver des vélocistes. Et si vous avez, dans votre parcours, si vous êtes sur la route le dimanche ou un jour de fête, il vaut mieux être autonome. Tu parlais avant de ravitaillement, justement, sur de la longue distance. Comment tu t'occupes, toi, ton alimentation, ton hydratation? Donc, au niveau hydratation, j'ai 2 bidons de 5,5. Ouais. Pas trop gros, parce que de toute façon, plus les bidons sont gros, plus ça fait du poids aussi. Et puis bon, on peut se réapprovisionner dans les cimetières si besoin, pour l'eau. Avec, je mets des pastilles, un peu, j'en mets 1 par jour, 1 ou 2 par jour. Bon, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est mental de se dire, tiens, ça fait du bien? Bon, après, je prends des barres céréales, des boîtes de fruits parce que c'est gourmand. J'aime bien le nougat aussi. Je suis peut-être un peu trop prévoyant parce que j'en prends toujours trop. Je ramène toujours. Parce qu'il faut quand même savoir que, bon, on peut... le dimanche, si c'est le dimanche jusqu'à midi, on peut encore s'approvisionner et puis on peut anticiper. Et puis, autrement, en semaine, il y a toujours des supérettes, on peut toujours tout... Il y a des fois, on ne trouve pas grand-chose dans la Marésie centrale, je vous le dis, on ne trouve pas grand-chose. Hein. Mais bon, on a toujours de quoi quand même. Il faut toujours prévoir un repas d'avance dans les sacoches. On ne sait jamais ce qui peut arriver, même si vous avez anticipé un repas d'hôtel des fois, ou au restaurant des fois, il y a des loupés dans les rendez-vous. Donc il faut toujours avoir quelque chose d'avance à manger. Comment pour faire plusieurs jours d'affilée 300 km, comment tu gères ton effort? Donc je suis ce qu'on appelle un diesel. Vu mon âge, je ne suis plus aussi performant qu'auparavant, je ne suis plus aussi impétueux. Donc l'idéal, de toute façon, le but c'est d'arriver dans les délais, même si on doit raccourcir les nuits. Donc il faut savoir qu'il faut pas trop
faut garder de l'énergie pour le lendemain, pour la fin de la journée. Et donc moi, je pédale constamment. Je monte à mon rythme, mais vraiment à mon rythme. Pas d'arrêt. Je arrive en haut, je mes confrères ou ma tante si on est souvent en groupe, mais je continue et je pédale en descente. Je pédale toujours. Et j'ai eu l'expérience cette année sur Strasbourg-Brest. Le premier jour, j'ai la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, c'est pas non plus très très plat. Et j'ai estimé que j'avais forcé. Le lendemain, j'ai senti, j'ai dit bon, on va se calmer. De toute façon, premièrement déjà l'étape était bien moins dénivelée et j'ai levé le pied pour pouvoir garder l'énergie. Et ça m'a permis d'arriver tranquillement, sans être trop fatigué. Bon, tout dépend aussi des diagonales. Vous avez des diagonales qui sont quand même beaucoup plus à déniveler. Quand vous devez traverser le Massif central, ce sont des très belles diagonales, que ce soit Dunkerque-Hendaye, que ce soit Strasbourg-Hendaye, Brest, Menton, vous traversez le Massif central, c'est magnifique. Mais voilà, c'est beaucoup plus dur. Donc, ce que je veux, c'est essayer d'arriver. De toute façon, je veux arriver. Et le moins fatigué possible quand même, assurer le résultat. Donc voilà, je gère mon effort tout au long de la journée. Le soir évidemment, avec la distance, vous êtes fatigué, mais il faut pas l'être trop fatigué. Il faut pas, c'est comme dans la douleur, il faut pas attendre d'avoir mal pour se soigner. Il faut gérer la distance, gérer la douleur, gérer la fatigue. Quand tu anticipes ta diagonale, comment tu t'entraînes? Combien de kilomètres tu fais là? Comment tu t'entraînes? Disons que j'ai la chance d'appartenir à un club qui organise des BRM. J'ai la chance d'habiter une région qui a d'autres clubs qui organisent eux aussi des BRM. À partir du mois de janvier-février, c'est vrai que des fois ça fait un peu tôt dans l'année, surtout qu'en vieillissant, on n'a plus trop envie d'aller sous la pluie ou sous la neige. Quoique, bon, c'est des fois, quand tu arrives, ça fait plaisir. Donc voilà, les BRM permettent de s'entraîner. Et puis, bon, maintenant je suis en retraite, donc j'ai eu plus de temps disponible à m'entraîner en semaine. Bon, auparavant, ça m'est arrivé de partir partir une diagonale qui faisait plus de 1000 km. J'avais même pas 4000 d'entraînement. Bon, mais j'avais 10 ans de moins. Maintenant, il faut quand même quelques milliers de kilomètres quand même d'entraînement pour arriver. Mais, comme je le répète, il faut gérer son effort. Donc, il faut gérer sa fatigue. Donc, même si vous avez peu d'entraînement, il faut se connaître. Il faut savoir il faut se connaître sa personne pour son corps. Et puis, ça permet de franchir beaucoup d'étapes. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale? L'idéal, pour une première diagonale, c'est de partir en duo. C'est quand même, et de préférence avec un expérimenté. Parce que seul, c'est long. Selon, il y a des moments de solitude. Ça m'est arrivé, sur un 1000, pas sur un 1000, de parler à un cheval. Bon, voilà, il fallait trouver. Ou alors, même en diagonale, de demander ma route, à l'époque où j'avais pas le GPS, sachant où j'allais, mais ça permettait d'avoir un échange, parce que certains le gèrent mieux que d'autres, mais bon, seul, des fois, c'est long quand même. À deux, ça permet même si on discute beaucoup le premier et le deuxième jour, après on discute beaucoup moins, mais ça permet d'avoir un échange. Ce qui est côté pratique aussi, c'est que quand on doit faire une course pour s'alimenter le midi, il y en a un qui peut surveiller le matériel, l'autre il va acheter ce dont on a besoin. Ça évite de cadenasser, parce qu'on ne sait jamais malheureusement ce qui peut arriver. Mais il faut partir à deux, mais il faut se connaître. Et il faut beaucoup de respect l'un vis-à-vis de l'autre, sachant qu'on est tous différents. On n'a pas souvent le même âge, on n'a pas le même matériel, on n'a pas la même vie. Donc il faut quand même savoir beaucoup de respect, beaucoup d'humilité.
Quand tu parles de solitude sur la longue distance, tu écoutes de la musique en roulant? Non, je ne suis pas quelqu'un qui s'y adapte beaucoup, enfin, qui écoute beaucoup de musique, et je pense que au niveau du code de la route, il me semble que c'est interdit. Non, je suis beaucoup dans les pensées. Dans tout. Auparavant, c'était beaucoup professionnel, mais aussi beaucoup dans les pensées de projets, que ce soit des projets perso, maison, couple, vélo, sport, peu importe. Beaucoup dans la pensée, beaucoup aussi dans quand même, regarder son environnement. On voit certains, la France est belle, c'est pas la peine de partir beaucoup à l'étranger pour découvrir des beaux villages qui sont répertoriés comme des plus beaux villages de France. Vous avez envie d'y retourner dans d'autres conditions. Et d'ailleurs, j'ai déjà ramené mon épouse hier, je suis passé là, c'était beau, on y va. Et non, dans les pensées seul, et puis on pédale, voilà. D'accord. Quels sont tes projets pour 2024? Donc, après avoir fini les 18 diagonales, bon, certains, c'est leur but. Moi, bon, allez, tant que la mécanique physique le permet, je veux continuer. Donc, pour 2024, le club organise en groupe Dunkerque, Hendaye et Dunkerque, mais c'est une diagonale qui a déjà été effectuée par mon compère et moi-même. Donc, nous allons certainement faire, nous, l'inverse, Dunkerque-Hendaye, pour participer à cette épopée du local, de notre club, mais dans le sens où mon partenaire, lui, ça lui permettra d'avancer sur ces 18 diagonales. Et après, je voudrais bien aussi, normalement fin août, à la période des vacances de mon collègue, de Renaud, faire Strasbourg-Perpignan, simplement, et pour ça uniquement, pour passer à Mout, repasser dans mon village natal. C'est des moments qui sont très émotionnels. Mais il faut dire que bon, il y a un avançant dans l'âge, je vais éviter de traverser le Massif central. Donc, on va faire plutôt du Brest, Perpignan. Bon, je ne veux pas dire que ce sont faciles, mais ce sont j'estime les moins difficiles, si les conditions météo le permettent. Tu parlais de Renaud, tu as fait beaucoup de diagonales avec Renaud. Donc Renaud nous est au club d'Orchy depuis 2015. Nous avons commencé nos diagonales ensemble en 2017. Et Renaud nous en a fait 10 ensemble, dont 8 en duo. Et 2 autres, on les a fait à 4. 4 du club. Donc 4 qui nous connaissons. Et nous repartons donc pour 2024. Donc normalement à 4 du club avec un novice sur Dunkerque-Hendaye. Donc nous avons déjà fait à nous 4 un 600 l'an dernier, ça s'est très bien passé. Nous, beaucoup de tolérance les uns vis-à-vis des autres avec nos capacités différentes et nos caractères différents, parce que des fois quand tout va bien ça va, quand des fois on est dans le dur, on est un peu moins sociable. Donc il faut quand même aussi que celui qui est dans le dur, il pense qu'il n'est pas tout seul, et que celui qui est l'autre, il dit bon, je sais que ça va passer, et après ça devrait le faire, ça va le faire. Et 10 diagonales avec Renaud, vous avez des niveaux à peu près équivalents? Alors, Renaud et moi, nous avons une génération d'écart. Donc, ça pourrait être mon fils. Il a 25 ans de moins que moi. Donc, il a 43 ans. C'est un ancien compétiteur qui, suite à des soucis de santé, s'est mis à longue distance. Et alors là, il n'a pas du tout les mêmes capacités que moi. Il fait 2 fois plus de kilomètres que moi cette année, même plus que ça. Et il y a une moyenne, il est à l'aise, mais il se fait plaisir parce qu'il a envie de rouler tranquillement, prendre du plaisir, découvrir et ne pas avoir la tête dans le guidon. Il faut savoir qu'une diagonale, c'est pas une compétition, c'est pas un ultra trail, c'est voilà, on regarde le paysage, on prend le temps. Hein, bon, c'est dans le respect des délais admis, toléré, mais il faut quand même prendre du plaisir. Merci beaucoup Henri d'avoir partagé ton expérience sur la longue distance et les diagonales. Un grand merci également à tous les auditeurs d'avoir rejoint cet épisode et de l'avoir suivi avec nous. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par mail à
au pluriel @gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochain numéro et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo. Au revoir Henri, merci. Au revoir, merci.